Bonjour tout le monde, bienvenue dans Starter pour parler du Grand Prix de Sao Paulo, le nom officiel du Grand Prix du Brésil. Le tracé d'Interlagos de 4 km 309 accueille le 19e rendez-vous de la saison, un circuit rapide et chargé d'histoire qui nous offre des courses animées et à rebondissement, surtout quand la météo vient s'en mêler. Et sincèrement, il n'y a pas moyen de le remettre en dernier du calendrier, non, juste comme ça. C'est aussi le deuxième rendez-vous du Triple Rider de fin de saison, après le Grand Prix du Mexique qui nous a offert une course moyenne, mais qui nous a montré aussi la supériorité de Red Bull en course, surtout dans cette fin de saison qui s'annonce, pour rappel, exceptionnelle. Et on se retrouve sur un circuit où Red Bull d'ailleurs est aussi en force au vu des résultats des dernières années. On oublie tout, franchement on oublie tout, car pour rappel, plus personne n'est sûr de savoir quel circuit est favorable à telle équipe. Donc, on va attendre sagement les essais, les qualifications, le sprint. Ah, c'est vrai, le sprint. J'ai oublié ça. Oui, parce que Interlagos accueille le dernier sprint de l'année. Je sais, ça en refroidit plus d'un quand on l'annonce. Bon, certains en sont contents, c'est d'accord, mais voilà. On a tous en mémoire de ce qu'on a vu à Monza où c'était épique selon Jean Todt, et à chier pour le reste du monde. Je suis sûr qu'on ne gagne pas les mêmes courses. C'est obligé. Et de toute façon, ce qui nous importe le plus là-dedans, c'est le Grand Prix en lui-même. Car on sait que l'on aura une belle course. Et puis surtout, quel plaisir de retrouver Interlagos après quand même une année d'absence. Allez, merci Covid. Alors pour rappel, ceux qui n'auraient pas vu la course en 2019, on a eu une course de fou. Plein de rebondissements. Bon, il y a eu la victoire de Verstappen, l'abandon de Valtteri Bottas, mais on a eu le double accrochage des Ferrari, l'arponnage d'Hamilton sur Albon, c'était bien visé, et aussi le premier podium de Pierre Gasly avec sa Toro Rosso. Oh que oui, ça rappelle des souvenirs, et ça ne finira jamais. Et juste avant qu'on passe à la première qualif du week-end, c'est on en croit le naming de la F1, hein, ça va plus durer d'ailleurs, eh bien Hamilton change de moteur thermique et prend 5 places de pénalité pour le Grand Prix. C'est la même conséquence qu'il a eu au Grand Prix de Turquie à Istanbul, mais là-bas ça lui a valu 10 places, et comme pour un deuxième moteur au-dessus du quota, la pénalité est divisée par 2. Merci de dire en commentaire si vous comprenez quelque chose dans cette logique, hein. Allez, on passe à la qualification normale, celle-là au moins, elle nous a plu, et puis surtout, ça va être long. Très long. On va commencer par parler des résultats avec le meilleur temps de la séance pour Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Sergio Pérez et Pierre Gasly suivent ensuite, ça donne 3 pilotes Red Bull de top 5. Carlos Sainz et Charles Leclerc viennent ensuite. Ils devancent Lando Norris et Daniel Ricciardo, eux aussi regroupés. Tout comme les Alpines de Fernando Alonso 10ème dans la séance, devant Esteban Ocon et Sébastien Vettel. Yuki Tsunoda se classe devant Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, qui devancent Lance Stroll. Il y a ensuite Nicolas Latifi devant George Russell, Mick Schumacher devant Nikita Mazepin. Et dire que certains observateurs, si on peut les appeler comme ça, voyaient Hamilton et Mercedes abandonner face au Red Bull. Non, moi j'attendais cette course. Eh bien non, ils sont bien au rendez-vous, l'Hamilton et les Mercedes. Il y a une très grande forme d'ailleurs avec ce nouveau moteur pour le Britannique qui coûtera des places sur la grille. Mais dans la séance où il a aligné les chronos descendus petit à petit, alignant secteur par secteur, c'est bien simple, c'est le seul pilote à être passé sur la barre de la minute 08. Et ouais, une 0 net 9 et pourtant Verstappen a tenté de résister aux Britanniques. Mais ça n'a pas fonctionné, il a même surchauffé sa gomme pour son dernier relais. Non, Hamilton était tout simplement au-dessus du lot. Il nous a vraiment vendu du rêve les Britanniques. Tout comme Gasly qui a réussi encore une superbe qualification. Alors on peut pas la compter celle-là dans les statistiques parce que c'est une qualification normale et c'est pas celle qui termine la grille, celle qui termine la grille du Grand Prix, pardon. Mais voilà, n'empêche, si on regarde avant le Grand Prix de Sao Paulo, il a quand même fait 12 top 6 cette année. Et si on veut compter que les top 5, il n'en a 7. C'est énorme ce qu'il fait avec son Alpha Tauri. Franchement.
C'est dommage qu'on n'ait pas eu les deux voitures de Faenza pour la Q3, parce que Tsunoda était assez bien placé en tout début, vu que les deux coéquipiers étaient seulement séparés que de... grand chose. 3 millièmes. Et ça, c'était pour la Q1. Après, en Q2, c'était un peu plus compliqué. 5 dixièmes, hein. Mais n'empêche, il faut noter que Tsunoda est en progression, voilà. Il faut le dire, hein. Je sais qu'il n'a pas eu une très grande période, mais là, il faut quand même le dire, Tsunoda, il progresse, voilà. Alors, on a aussi les Ferrari qui sont fait peur en Q1, obligés de passer 2 trains de pneus neufs pour Leclerc, ce qui est rare à souligner. Mais oui, bon, ok, je tourne autour du pot, oui. Parce que vous voulez que je vous parle du sujet principal. Bon, oui, on pourrait le faire, hein. Ou alors insister, ouais. Bon, d'accord. Dans la nuit de vendredi à samedi, chez nous, il y a eu un rebondissement. La voiture d'Hamilton n'a pas passé le contrôle technique d'après séance parce que l'ouverture de son DRS, qui doit être de 85 mm, ne l'était pas. Il était plus grand. Il n'y a pas grand chose, mais il était plus grand. La FIA a donc récupéré l'aileron de la voiture d'Hamilton qui fut mise sous scellé pour plus de contrôle. D'ailleurs, Mercedes s'en est plaint de ne pas l'avoir récupéré, voire fait quelle opération dessus, hein, cherche mes mots, désolé. Et si les contrôles ne sont pas en accord avec le règlement technique, bah Hamilton il perd sa pole. En toute logique. Et comme la FIA n'avait pas assez de preuves, ils ont dit, écoutez, on pousse tout au lendemain, vous avez eu le temps d'apporter de nouvelles preuves, voilà. Sauf que juste après, eh bien on apprend que Verstappen est convoqué le lendemain car il aurait enfreint un article du Code sportif international. À ne pas confondre avec le CSI, Commission sportive internationale, qui était l'un des anciens noms de la FIA. C'est deux choses différentes. Dans le code en question, il y a l'article 2.5.1 qui dit, je cite, « À l'intérieur du parc fermé, l'accès n'est autorisé qu'aux officiels assignés. Toute opération, vérification, préparation, remise en état est interdite, sauf si elle est autorisée par les officiels susmentionnés ou par les règlements applicables. » Oui, je vous ai mis une copie en français, en anglais, comme ça vous êtes sûr, ça vient vraiment du CIC de la FIA. Mais bon, il veut dire quoi ce point de règlement? Eh bien, une vidéo d'abord amateur, puis celle des autres caméras sur les voitures gérées par la FOM, incrimine le néerlandais d'avoir touché son aileron arrière et celui d'Hamilton. Chose qui lui est interdite, et même à tout pilote qui se retrouve dans un parc fermé après qualification ou la Q3. Et même après un Grand Prix, hein, quand les voitures se garent tous ensemble, aucun pilote ne doit toucher une autre voiture. Alors, ils peuvent regarder, ça ne pose aucun problème, mais ils peuvent pas toucher. Ils sont là avec leurs mains, prêts à se balader partout, et non, faut pas toucher. Ah bah salut, hein. Et puis là, vous allez me dire, mais Vettel le faisait bien dans le passé. C'est vrai. Et en faisant une recherche rapide sur Internet, hein, Google Images, on en trouve des images qui montrent Vettel regarder, voire même comparer avec son pied un aileron avant. Oui, ça il l'a fait. Ah, il ne demandez pas pourquoi, mais il faisait. Et je pourrais aussi vous citer d'autres pilotes qui faisaient pareil avant. Michael Schumacher, c'est un exemple. Mais n'empêche, à quel moment on a vu ces pilotes aller toucher un endroit précis d'une voiture? Tiens, je vais toucher ça. C'est là que se pose la question. Pourquoi Verstappen est allé regarder précisément cet endroit de sa propre voiture et celle d'Hamilton? Parce que Red Bull a des soupçons, encore une fois, histoire de changer, sur la performance de la Mercedes. Ouais. Vous pouvez aller voir sur les sites, ils doutent encore de la performance de Mercedes, est-ce que c'est légal, tout ça, enfin. Et l'équipe autrichienne a jeté son dévolu, cette fois, sur l'aileron arrière, qu'il jugerait peut-être flexible. Et c'est ça qu'a voulu regarder Verstappen précisément, savoir si l'aileron arrière était flexible. Alors, faut savoir une chose, Red Bull ne a jamais demandé d'aller vérifier, hein. C'est vraiment l'initiative personnelle de Verstappen.
Mais vous savez, les discussions, tout ça, hein. En plus, sachant que les ailerons sont soumis à des forces supérieures à plus de 10 newtons lors des contrôles, je pense pas que Verstappen aurait pu prouver quelque chose par son geste sur la flexibilité de l'aileron. C'est pas possible. Bon, son action lui coûte une amende de 50 000 euros tout de même, hein. Ah, ça fait cher le toucher. Donc lui, il s'en tire bien pour son contrôle inopiné de l'aileron d'Hamilton. Et du sien aussi, hein. Non, 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 ça ira, merci, merci. Non, enfin, partez-vous, hein. Et par contre, Hamilton, il voit sa performance tout simplement supprimée. Et donc, eh bien, il se retrouve disqualifié de la séance. Résultat, il partira dernier du sprint. Allez, on recule, oui, oui, tout au bout. Oui, là-bas, lance un virage. Vous voyez où Raikkonen faisait demi-tour? Voilà, c'est ça. La raison, bien sûr, dans tous ces contrôles, est que les commissaires ont trouvé un écart de 2 dixièmes de millimètre sur un côté de l'aileron arrière du système du DRS. 2 dixièmes de millimètre. Ils sont précis, les contrôles à la FIA, pour prouver qu'il y a un problème technique sur une voiture. Bon, après, les pénalités, hein, c'est une autre histoire. Bon, ce chiffre qui a été révélé par Mercedes, hein, parce qu'il fallait bien qu'il sorte un moment, hein, car c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu au moment de leur propre contrôle de qualité. Ah bah, ils sont obligés de voir si la voiture respecte bien les règles, hein, faut pas déconner. Et de leur propre aveu, ils ont pris ce problème pour des dégâts. Et ils ont rien fait, ou alors ils ont rien pu faire à ce sujet. Même les deux, hein. Les commissaires ont donc convenu qu'il y avait un défaut involontaire, mais sans raison évidente, avec le DRS sur la voiture d'Hamilton. Un problème technique qui aurait pu échapper à Mercedes, ça peut arriver. Le seul souci, c'est que, et qu'il est, qui prend là, hein, ils n'ont pas pu réparer le bazar, hein. Mais par contre, là, je vous vois venir avec celui de Red Bull. Ouais. Il y a aussi cette question sur le DRS de la Red Bull qui peut vibrer et s'ouvrir un peu plus car on a vu des images. C'est vrai, moi, je les ai vues aussi, ces images de voir un DRS s'ouvrir un peu plus inopinément. Mais, mais bon. Mais c'est comme pour le contrôle avec Hamilton sur sa Mercedes. Si le contrôle technique de la FIA ne trouve rien, bah la FIA ne dira rien. Et ouais, tous les contrôles de la FIA sont statiques et pas en dynamique. C'est ça le piège. Et pour info, faut pas oublier que Red Bull connaît des galères avec ses ailerons arrière depuis Austin. Micro-fissures, fissures, réparations. Et si cette ouverture plus grande inopinée en dynamique est trouvée par la FIA en statique, il y a des conséquences. Ah, si c'est pas trouvé, tout va bien. Soit il n'y a pas à s'inquiéter, soit ça a été réparé, ce qui est possible. Et pour rentrer dans les détails, Mercedes n'avait aucun avantage à trouver une combine ou à tricher après l'ouverture du DRS, vu qu'il est contrôlé systématiquement par la FIA. Ah oui, tous les contrôles techniques de la FIA sur toutes les séances, les essais libres, les qualifications de la course, tout est contrôlé avec le gabarit, hein, qu'on peut voir sur une vidéo d'Aston Martin ou même sur les avant-courses de Canal+, hein. On peut voir, ça s'est contrôlé tout le temps, chez les équipes, chez les FIA, et donc, il n'y avait aucun intérêt de la part de Mercedes de tricher, puisque c'est un contrôle qui est fait tout le temps. Il n'y aurait aucun intérêt, vu comment ils sont dans une situation qu'ils n'ont jamais rencontrée auparavant dans la lutte pour le titre. Bien sûr, ils montrent des signes de faiblesse, qu'ils ne maîtrisent pas tout à la perfection, qu'il y a une certaine tension qui se ressent chez eux, que la fiabilité n'est pas au rendez-vous, qu'ils se reposent moult questions, course après course, résultat après résultat. Mais malgré tout, on peut dire qu'ils restent dans les lignes de règlement. Ils jouent avec les limites, tout simplement. Et ça, on peut dire la même chose pour Red Bull ou pour un autre concurrent. Là où ils progressent et essayent de faire mieux, c'est en exploitant le dérèglement ou alors un réglage connu de tous, hein, puisque pour rappel, il y avait des soupçons de triche par rapport à la voiture qui s'abaisse en ligne droite, hein. On s'en souvient, c'était flagrant, mais ça c'est connu depuis des années. Ils l'ont juste optimisé. Et dites-vous que si Mercedes arrive à optimiser un réglage, c'est pareil pour les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc,
Avant de crier à la triche, au désespoir pour le titre, déjà perdu pour votre favori, ou après une décision des commissaires, ou une autre action en plus, ou je ne sais quoi, bah vous vous fatiguez pour rien, hein, je vais pas vous mentir. Ah, faut aller voir les commentaires sur les réseaux. Mais pourquoi? On n'est pas encore à la fin de saison. Le titre, il sera même pas décerné à un Grand Prix là. Il sera même pas décerné au Qatar. Et c'est même pas sûr qu'il sera décerné en Arabie Saoudite. À tous les coups, il se jouera, je sais pas moi, peut-être qu'il se jouera à Abu Dhabi, qui sait. Il y a encore quoi? Il y a Qatar, Jeddah, Abu Dhabi. Il y a encore 3 courses après le Brésil. Essayez d'être patient, c'est pas plié. Mais apparemment, il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui comprennent pas. Enfin, le temps qu'ils arrivent à comprendre quelque chose, moi, je vous mets la grille de départ de la qualification sprint. On en parle juste après. Alors, Max Verstappen, poleman du sprint. Lewis Hamilton qui part dernier. Ah bah pour une fois, elle sent vraiment intéressante cette mini-course. D'ailleurs, il faut dire que la remontée d'Hamilton était l'attraction du sprint. Hein. Déjà, il mettra du temps à se mettre en place sur la grille. Bah attends, je suis dernier, je prends mon temps pour chauffer mes pneus, là que je me place, la course est lancée. Ça c'est vrai, dès que la dernière voiture est en place, on lance. Il est dernier, c'est normal, il prend vraiment son temps. Alors que Verstappen, lui, ben, il est en place depuis... J'ai pas de montre, mais ça explique. Il est en place depuis 50 secondes. Alors sa gomme a un peu de temps de refroidir, si vous voyez ce que je veux dire. Sa gomme, des médiums sont un peu plus durs à chauffer que des softs, hein. Des softs, une gomme que Bottas a sur sa voiture et qui est derrière Verstappen. Bah ça va pas louper. Bottas a pris le meilleur sur Verstappen au départ, et un départ digne, hein, perfect. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça le Finlandais. Il a pris la tête du sprint et il ne va plus la lâcher. Il sera peut-être même inquiété une ou deux fois par Verstappen, hein, mais sans plus. D'ailleurs, le résultat du sprint donne la pole position de Valtteri Bottas devant Max Verstappen et Carlos Sainz, qui gagnent 2 positions. Sergio Perez est 4ème devant Lewis Hamilton, qui a les plus grandes remontées. Pas de surprise de ce côté-là. Le Norris prend grâce d'une position, tandis que Charles Leclerc en perd une. Pierre Gasly 8ème perd 4 positions devant Esteban Ocon et Sébastien Vettel. Daniel Ricciardo 11ème perd 3 places initiales, tout comme Fernando Alonso derrière lui. Antonio Giovinazzi 13ème gagne une place devant Lance Stroll et Yuki Tsunoda. Pas d'évolution de position pour Nicolas Latifi et George Russell. Kimi Raikkonen 18ème grand perdant dans les positions, mais il devance les as de Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Et voilà le résumé du sprint. Oh, je rigole. Il y a eu la remontée stratosphérique d'Hamilton. 15 positions de gagné. Sa remontée, c'était juste l'attraction de la course sprint. Savoir où il aurait pu aller dans le classement. Si on met en condition qu'il aura des pénalités de position sur un grille pour le Grand Prix, il n'a pas fait semblant, hein. Il n'a pas fait semblant parce que ça va retire sa performance à Hamilton. On la retire, on la prend, on te met là, t'inquiète pas, on te remet après, hein. Hormis le départ, le tête à queue de Raikkonen par Giovinazzi. 2-3 dépassements. C'est encore rien passé dans ce sprint. Ah mais rien. Mais rien, mais vraiment. Pourtant, Interlagos propose toujours de la bonne course. Ah bah là, non, je suis désolé. Le sprint, pardon, ne fut pas excitant. C'était pas Monza, heureusement. C'était pas Silverstone non plus, hein. Mais voilà, on a vu les 3 courses de sprint. Voilà, c'est fait. Bah, elle est pas terrible encore une fois, hein. Même si elle a remonté d'Hamilton, c'est pas terrible. Ah, et puis, vous vous souvenez, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de podium pour le sprint. On a vu quoi comme cérémonie pour les 3 premiers, avec cette fois la couronne de laurier et la médaille de Wish accrochée dessus, hein. Oui, allez, j'exagère. D'accord, j'exagère. Je tire un peu par les cheveux. Mais, ça se rapproche. Ça se rapproche. Mais en attendant, le sprint est passé, ça n'a rien apporté pour la course, hein.
Hormis une meilleure place pour Hamilton sur la grille, hein, et encore, on n'aurait même pas besoin d'un sprint comme ça pour que l'Anglais nous fasse une grosse remontée, hein. Regardez Bottas ce qu'elle a fait à Monza cette année. Ouais, il est parti dernier avec un moteur tout neuf, il a remonté troisième. Je vous parle de la remontée de Vettel en 2012 à Abu Dhabi. Un Grand Prix normal et la remontée d'Hamilton aurait largement suffi, hein. D'ailleurs, le Grand Prix, on va y passer, hein, on va pas s'attarder sur le sprint. Voici la grille de départ du Grand Prix. Avec les pénalités, on se retrouve tout après. Personne ne prend du risque au départ. Mais franchement, personne. Tout le monde part en médium, vu qu'on n'a plus l'obligation du pneu obligatoire en Q2. Enfin, tout le monde part en médium. Il n'y a que Tsunoda qui lui va tenter les softs. C'est peut-être une bonne idée, mais ça va lui servir à rien. Ah bah non, il va ruiner sa course en allant harponner Stroll et il va casser son aileron avant. Et du coup, bah ça va permettre à Bernie Lander de frimer avec sa Mercedes en piste, voiture de sécurité. Et ouais, une petite safety car qui va calmer un petit peu les ardeurs de départ, qui étaient vraiment tendues parce que déjà, on a eu Carlos Sainz, mais vraiment, dès le départ, qui nous a fermé la porte sur Norris. Et heureusement que ça s'est fini par une crevaison cette histoire. Parce que je pense que ça aurait pu être une escalade quand même. C'était complètement stupide de la part de l'Espagnol. Allez, à peine parti, il veut presque partir sur la gauche, non, il s'est retrouvé à droite. Ouais, franchement, en plus il avait de la place sur la gauche. Il n'en a laissé aucune à la McLaren de Norris. De toute façon, cet accident, je vais y revenir après. La safety car en piste, donc, bah, ça va aussi nous permettre de revoir la remontée d'Hamilton troisième. Quoi? Déjà troisième? Ouais. Attends, il partait dixième, il est déjà troisième. Ah, il faut dire qu'il a fait un premier tour canon. Bon, départ prudent, histoire de bien passer les S de Senna tranquillement. Mais surtout, un dépassement fabuleux à l'extérieur sur Gasly. Ah si, c'est un vrai caviar. Ça, ils n'ont pas remontré à la FOM. Mais par contre, Canal nous l'a fait et c'était superbe. Ensuite, Hamilton va remonter sur les Ferrari. Il va avoir Bottas mettre son clignotant, se garer. Résultat, le voilà déjà troisième. Ouais, parce que voilà. Bottas, qui était notre poleman, va perdre en quelques virages tout son bénéfice et se retrouver derrière les deux Red Bull. Il est un petit peu la Valttérien. Et au moment où la safety car rentre, eh bien la chasse est ouverte par Hamilton. Ils sont où les taureaux rouges? Je leur montrer c'est qu'ils bossent. Bah déjà, il faut se débarrasser de Perez. Et ça, c'est pas donné, croyez-moi. Même si, sur sa première tentative, ça a fonctionné, bah faudra tout recommencer au prochain tour. Eh ouais, Perez est fut malin, car il s'est fait passer par Hamilton, mais après, c'est lui qui a repris sa position. Eh ouais, et franchement, ce duel était bon entre les deux. Même si Hamilton ira gagner à la fin, mais le duel et surtout la réponse du Mexicain était magnifique. Et c'est vrai que la première fois, on a vu que Hamilton avait raté son dépassement quand il voyait que Perez avait encore de la vitesse derrière lui. Il avait compris qu'il devait retourner au charbon au tour suivant. Et que cette fois, eh bien ça a fonctionné. Il n'y avait plus qu'une voiture à passer. Et ça tombe bien, c'est Verstappen. Et là en tête, il y a tous les scénarios. Accrochage, pas accrochage, undercut, overcut. Et ce qui est incroyable quand même dans l'histoire, c'est que c'est les arrêts qui vont les rapprocher. Parce que juste avant les arrêts, il y avait 4 secondes qui les séparaient. Et ensuite, il y avait quoi? Un peu plus d'une seconde et demie? Il n'y avait plus qu'à attendre. Une première tentative par Hamilton? Il est encore trop loin. Franchement, il était loin. Pourtant, il attaquait, il tapait dans sa gomme. Hein. Ah, il y allait. Et on sentait vraiment que c'était là, que c'était tout près, mais qu'il manquait encore quelque chose pour que le match bascule. Alors, bah, il faut attendre la deuxième vague des arrêts. Avec Bottas qui enverra une belle cartouche à son équipe, croyez-moi, en évoquant qu'ils viennent de perdre un doublé. Et là, la radio... Alors, Radio Mercedes, c'est quoi cette histoire? On vient de perdre un doublé, là. Bah, facilement. C'est quoi ce bordel? Et il a raison, parce que... Pour Bottas, ils ont collé sa stratégie sur celle de Verstappen. Ils n'ont pas laissé plus longtemps en piste.
Et ça aurait pu être mieux de laisser Bottas dehors. Ça aurait pu vraiment lui permettre de revenir dans les basques de Verstappen en fin de course. Même Hamilton, bon ça, c'est une question d'habitude, vous me direz. Hamilton qui s'est plaint, qui a même évoqué un possible undercut sur Verstappen. Mais on le dit que non, c'était pas possible. Non, écoute Lewis, à chaque course, tu nous dis pareil, c'est pas ces pneus qu'il me fallait, on peut pas faire un undercut, écoute, là pour le coup, tu nous crois, on ne peut pas. Et puis, c'est vrai que dans l'idéal, ça aurait pu l'aider à passer Verstappen, hein, au lieu de la piste. Mais non, nous le dépassement, le vrai, on le veut voir en piste. Attends, il fait comment Toto? Et comme ça, il fait ça. Voilà, le dépassement, on veut le voir en piste. Je le fais mal, hein. À sa première tentative, Hamilton et Verstappen iront se balader rondeur dans la piste. Allez pas trop loin quand même. Non mais allez pas jusqu'au lac non plus, revenez. Voilà, merci. Le leader de la course usant de tous ses moyens, avec la meilleure possibilité pour que la Mercedes ne passe pas du tout et crame carrément sa gomme. Alors, heureusement pour eux, il n'y a pas eu un contact. Quand on sait comment sont finies les dernières courses sprint entre les deux, beaucoup voudraient revoir ça. Ouais, il y en a. J'avais posé la question. Ah bah oui, on voudrait bien voir un abandon de... Voilà. Mais le truc qui nous fera réagir sur le coup, c'est l'absence d'enquête. Mais ça, on y reviendra après. Bon, au moins, Hamilton sait où il peut avoir une chance de passer et de prendre vraiment la tête de course. Et ça sera au même endroit après quoi? Quelques tours. Même approche, même trajectoire et surtout meilleure défense à la fin. Le 59e tour de course bascule en faveur d'Hamilton qui prend la tête de course et qui ne va plus la lâcher. Mais alors pas du tout. C'est une 101e victoire de Lewis Hamilton en Grand Prix devant Max Verstappen et Valtteri Bottas. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ce podium. Sergio Perez termine 4ème devant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, des habitués, qui devance Pierre Gasly devant les deux Alpines d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso. Lando Norris est remonté à la 10ème place et le meilleur temps est pour Sergio Perez. Oh bon sang que cette course était vraiment incroyable. C'était un régal à suivre. On a eu pour notre argent, surtout la FIA. Tiens, la FIA, tant qu'on en parle, vraiment en très grande forme pour prendre des décisions qui font mal côté technique. Hein. De toute façon, là-dessus, on ne peut pas leur donner tort. Hein. Ils sont carrément intransigeants là-dessus, même si Toto Wolff a encore une dent contre eux. Hein. Et c'est vrai que sur le plan technique, déjà, il est toujours rare qu'il y ait une équipe qui s'en sort sans problème. Les commissaires sont stricts dessus. Regardez, juste après la course, on a eu... bon, c'était sportif, mais bon, l'enquête d'Hamilton pour avoir décroché sa ceinture, ça aurait été technique, alors là... D'ailleurs, vous avez parlé du DAS. Mais là encore, c'est pour l'évoquer, c'était une zone grise du règlement. Non, je l'évoque parce qu'ils ont raison d'être intransigeants sur les questions techniques, mais quand il y a une nouveauté à cause d'une zone grise, bah là, il laisse faire, il dit, bon bah ok, vous avez raison, on n'avait pas pensé que vous auriez fait ça, on ne l'avait pas du tout, mais alors pas du tout, même machin là-bas, il n'aurait même pas prévu, vous nous avez tous surpris, pour rester poli, bah gardez-le, hein. Bah c'est pas interdit, c'est pas autorisé, on ferme notre gueule puis voilà, c'est... donc vous voyez, sur le côté technique, faut être intransigeant. Par contre, côté sportif, déjà, je trouve qu'ils ont été vraiment durs d'avoir mis 10 secondes à Tsunoda pour avoir percuté Stroll. Assez cher payé, franchement, je trouve. Bon, ok, le japonais venait peut-être d'un peu loin, mais bon, 10 secondes, c'est violent, quoi. Par contre, on n'a pas eu d'enquête sur la fermeture brutale de Sainz sur Norris au départ. Fait de course, vous direz, ok, admettons. Mais franchement, il aurait pu avoir au moins quelque chose. Comme au Mexique d'ailleurs, avec Ricardo qui urine la course de Bottas au premier virage. Il n'y a pas eu d'enquête à ce moment-là. Et, pour revenir sur le Brésil, il y a bien eu Schumacher qui a accroché l'Alfa Romeo. Et encore, histoire de dédouaner Schumacher, c'est vu comment la Haas a repris son grip. Pour le coup, on peut lui pardonner.
Et bien sûr, dans tout ça, il y a l'action Verstappen-Hamilton. Là, par contre, ils se sont réveillés. L'accident fut noté. Ouais, on l'a noté. Ils l'ont regardé et ils ont dit Let them race. Laissez faire la course. Ouais. Bon, il y a aussi le plaidoyer dans les radios qui a aidé, hein. Enfin, les radios entre les équipes et les FIA. Mais voilà, il fut appliqué ce Let's Embrace parce que les commissaires sportifs ont manqué de preuves. Ils avaient les mêmes images que nous. Quand je vous dis les mêmes images, c'est de la FOM. Et ça, c'est Michael Masi qui l'a dit après la course. Vu que depuis Silverstone, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, il est obligé de se justifier vu qu'il est directeur de course. Ça d'ailleurs, on pourrait s'en passer. Sauf que parce que à chaque fois, ces déclarations, c'est presque lunaire. Mais là, il a avoué qu'il manquait un angle de vue qui aurait pu faire basculer la décision d'ouvrir une enquête. Il va même avouer qu'ils ont demandé à la caméra en question, qu'ils l'ont pas eu, mais que la demande était encore ouverte. Et cet après-midi, juste avant que je tourne cette partie du débrief, ils ont visionné et ils ont dit qu'il aurait dû avoir enquête et peut-être qu'il aurait dû avoir sanction. C'est complètement con. Parce que sur le moment, est-ce qu'ils auraient dit pareil si dans l'action, il y aurait eu la moindre touchette? Parce que les deux voitures ne sont pas touchées, hein. Même s'ils sont sortis des limites de la piste. Et là, juste après, allez, presque 24 heures après, ils disent il y aura peut-être pu avoir quelque chose. Non mais, vous vous foutez de nous là. Soyez intransigeants là-dessus. Et puis, je comprends toujours pas comment ils n'arrivent pas à avoir d'autres caméras. Pourtant, ils en ont des caméras. Les voitures en sont bardées. Il y en a dans le halo, il y en a dans les rétroviseurs, il y en a, il y a bien sûr, il y a le T-Cam qui est au-dessus de la prise d'air, hein, devant, derrière, il y en a sur les ailerons, il y en a partout des caméras. Il y a même une 360 d'intégré. Mais expliquez-moi comment les commissaires n'ont pas accès à ça dans le direct. Parce que franchement, ça aurait pu changer toute la course, cette histoire. Parce que imaginez, allez, sur le coup, les commissaires disent, on met 5 secondes. Et en 5 secondes, vous changez le résultat de la course. Ah oui, ça, si vous mettez, je sais pas, admettons, on dit, tiens, on met 5 secondes à Hamilton. Bon, ça n'a rien, ça serait vraiment illogique, mais bon, c'est un exemple, hein. Ça aurait pu changer le résultat de la course. Mais imaginez, ils auraient dit, on met 5 secondes à Verstappen. Ça aurait aussi changé le résultat de la course. Je comprends pas sur le moment que ils peuvent pas. C'est quand même eux qui gèrent la course. C'est quand même eux qui doivent prendre les décisions en piste. C'est quand même eux qui, pour rappel, ont mis 10 secondes à Hamilton à Silverstone, qui ont donné les 3 places à Verstappen après Monza. Bon, Monza, ça a pris plus de temps, mais voilà. Et là, sur le coup, ils disent, on n'avait pas toutes les caméras. C'est scandaleux. Ça me rappelle un peu de ce qui s'est passé à... Si vous suivez pas trop l'endurance, de ce qui s'est passé à la dernière course du championnat aux 8 heures de Bahreïn. Il y avait un duel en GTO Pro entre Porsche et Ferrari. Il y a eu un petit pousse-tout-pache, pardon, une touchette de la Ferrari sur la Porsche. La Porsche est partie en tête à queue. Il y a eu une enquête. Écoutez, la Ferrari n'a rien fait, hein. Ah oui, elle a poussé la Porsche, mais elle n'a rien fait, hein. Pour nous, ça passe, hein. Il n'y a pas besoin de mettre une pénalité. Et imaginez que ça arrive sur les prochains Grands Prix. Rien que ça déclenche une guerre mondiale, franchement. Mais sur le coup, sur les dernières déclarations de Michael Masi, déjà, lui, ça fait longtemps que je crois plus en sa crédibilité. Mais pour ceux qui disaient, il a encore crédit, là, il a carrément perdu. Puis la FIA, j'en parle même pas. Ça devient honteux. Alors, c'est sûr que ce week-end, ça y va pour mettre des amendes. Et putain,
pour prendre des décisions sur le fait, ça devient catastrophique. Alors, franchement, pour le coup, je me demande à quoi ils servent, quoi ils servent les 4 commissaires qui sont réunis devant des écrans, qui ont accès même pas toutes les caméras. D'ailleurs, on va faire comme Julien Billotte de Topdo, comme il a annoncé sur Twitter. On monte une cagnotte Litchi et puis on offre un abonnement F1 TV au commissaire de piste. Hein. Ouais, franchement, moi, je vois que c'est comme solution. Hein. Moi, je suis d'accord pour le coup. Mais n'empêche, ça devient catastrophique et scandaleux, inadmissible. Enfin, c'est pas à notre niveau que ça va changer quelque chose. Hein. De toute façon, quand on peut leur dire, voilà, vous avez fait des choses improbables, vous aurez pu prendre des décisions, leur réponse, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est pour clore le débat sur s'il fallait une pénalité ou pas. Il aurait fallu une pénalité, point. On va passer au bilan des équipes. On a quand même des choses à dire sur eux. Et on commence par Mercedes. Est-ce que Hamilton est remonté de 25 places sur 20 possibles? Bah non, mathématiquement, non, c'est pas possible. Mais n'empêche, j'aime bien la formule. C'est vrai que Hamilton s'est déchaîné ce week-end dès les essais libres. Ah, il n'a pas voulu lâcher l'affaire. Il s'est dit, non, 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 le titre, il est à moi, je le conserve. Imaginez s'il aurait gardé sa pole en sprint. Ah bah, il aurait pu nous faire une masterclass plus, hein. Parce que déjà, ce week-end, ça a été une masterclass. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il n'a pas lâché. C'est vrai qu'on pouvait vraiment avoir des doutes. Ils ont été balayés. Puis heureusement. Non, je vais m'attarder un peu plus sur Bottas, qui quand même a réussi à faire une course de sprint parfaite. Hein. Master of Sprint, Bottas. Et surtout qui a montré les muscles à la radio sur la stratégie de Mercedes. Et ouais, ben c'est vrai que Mercedes a peut-être loupé un potentiel doublé. Mais il aurait pu se sortir les doigts quand même, Valtteri, hein, depuis bien longtemps. Mais à sa décharge, il faut dire qu'il avait un bon rythme sur son premier relais avec ses pneus durs. Et je pense qu'ils auraient pu vraiment attendre pour l'arrêter. Quitte à tenter des pneus médiums. Si, il y en a qui l'ont fait. Regardez Ferrari. Bref, c'était un bon week-end pour Mercedes. Malgré cette histoire de l'aileron, hein. Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, hein. Ça a été déjà fait bien avant dans ce débrief. Et puis en plus, vu que ça commence à devenir politique, il y a un moment ça va commencer à m'agacer, hein. Et puis surtout, c'est pas ce qui nous intéresse. Ah non. Red Bull aussi a fait un bon week-end. Et malgré la vitesse de pointe des Mercedes, eh ben ils n'ont pas voulu se laisser faire. Oh que non. Déjà Verstappen a fait son boulot en faisant un excellent Grand Prix, bien maîtrisé et aussi une super bataille face à Hamilton, hein. Là-dessus, même s'il a emmené un peu le Britannique en dehors de la piste, hein, bah, je trouve vraiment qu'il s'en tire bien. Hormis les 50 000 euros pour les toucher. Hein. Mais bon, ça. Hein. Il y a aussi Perez qui a fait le boulot en essayant de retenir au maximum Hamilton derrière lui. Hein, avec vraiment une défense qui a été impeccable là-dessus. On n'y reviendra pas, c'était superbe de sa part. Surtout, on voit qu'il est vraiment plus à l'aise avec sa voiture et qu'il arrive vraiment à la comprendre. Même s'il est aidé avec les setups du Verstappen, certes. Mais la seule chose où il n'y arrive pas, c'est le sprint. Ah, ça, il n'aime pas. Et franchement, je suis le premier à le comprendre. Ah, c'est pas un pilote pour des courses courtes, le Sergio. Lui, il préfère vraiment amener ses pneus jusqu'au bout de la course. Voire même de la prochaine. Voire même jusqu'à... non, Sergio, tu vas pas aller jusqu'en 2022 avec ces pneus-là. Faut pas déconner non plus. Enfin, les sprints, Perez, il aime pas. D'ailleurs, ça, il le dit ouvertement. On va pas lui donner tort, hein. C'est encore une bonne course pour Ferrari avec Leclerc et Sainz qui... Bah, disons que les gars, vous êtes habitués à ces places, hein, à force. Et ouais, et franchement, les Ferrari qui confirment vraiment leur 3ème place au championnat constructeur, avec une stratégie en plus intéressante, puisque bon, ils ont commencé à faire départ médium, ensuite pneus durs sur le 2e relais, après leur première stand, et ils ont fini au médium. Non, je dois dire une connerie. Non, ils ont fait médium, oui voilà, ils ont fait arrêt en médium.
Et ça, franchement, c'était assez intéressant, hein, parce que quand on a vu ce qu'aurait pu faire Mercedes ou Red Bull, mais voilà, franchement, la stratégie de Mercedes, de Ferrari, pardon, je vais y arriver, elle était intéressante. Bon, seule chose négative là-dedans, c'est la panne du cerveau de Sainz au départ. Franchement, ça aurait pu très mal finir. Là, franchement, pour le coup, McLaren, bah ça lâche, voilà. Autant le dire, hein, bon, Norris a peut-être fait une grosse remontée pour aller chercher un seul point. Malheureusement pour lui, hein. C'est vrai qu'il était très bien placé, mais malheureusement, il ramène qu'un seul point. Il a eu une excellente stratégie pour remonter, ok. Il s'est donné beaucoup de mal pour aller chercher ça. Malheureusement, c'est pas. Je suis sûr qu'il aurait pu faire un excellent Grand Prix Norris face au Ferrari. Il aurait pu vraiment titiller et puis essayer de réduire l'écart entre les deux Ferrari et puis son équipe. Malheureusement pour Daniel Ricciardo, il n'a pas pu faire grand chose dans cette course. Pourtant, il était bien, il était en bonne position, mais il a dû abandonner sur problème mécanique. Là, on peut le dire, bah, McLaren, franchement, il lâche du lest. Et c'est dommage parce que il montrait vraiment qu'ils étaient en forme dans la rentrée. Ils étaient vraiment bien. Mais on va dire que les résultats de première partie de saison, ils le payent très cher. Cash. Vraiment. Ah, dis donc, ils ont eu chaud Alpine ce week-end. Ah, ils avaient fait une qualification normale. Plus que correcte, hein. Par contre, le sprint, ça a été un peu plus compliqué, hein, franchement. Par contre, ils sont bien rattrapés dans le Grand Prix et ils ont pu vraiment amener les deux voitures dans les points. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire dans le détail pour la course d'Alonso et Ocon, si ce n'est que l'arrêt de l'Espagnol, franchement, c'est toujours un régal depuis le début de saison. Quand il a demandé, bon, Hamilton a fini combien du sprint? Cinquième. Ouh, ouh, ouh. Et puis, il avait aussi une bonne stratégie pneu, hein, même s'il a connu un arrêt pas terrible. Il a quand même fait une bonne course, l'Espagnol. Ocon aussi, hein, faut le dire. Mais bon, au final, quand tu vois que le bilan il est presque moyen et que la cinquième place n'est pas encore sauvée, oui, bah attends, je vais parler d'AlphaTauri, tu vas voir. Parce que ça performe encore chez AlphaTauri avec une excellente course de Gasly, peut-être un peu loin des standards auxquels il nous propose à chaque course, mais franchement une belle course et surtout une belle bataille avec les Alpines. Ah, quand on a vu les deux Normands côte à côte, vous accrochez pas les gars, vous accrochez pas, c'est pas le moment. Une voiture contre deux, ça peut aider, hein. Mais pour la fin de saison, ça pourrait être un peu plus compliqué si les deux Alpines sont devant l'AlphaTauri. Et c'est dommage parce que non seulement les deux voitures ont le potentiel d'être dans les points, mais surtout, Yuki Tsunoda en est vraiment capable aussi. D'accord, elle a été brouillon dans sa course déjà avec son accrochage avec Stroll, mais je trouve qu'il est pas décroché depuis un bon moment. Et il gagne en sérénité depuis qu'il se fait coacher par Alex Albon, le futur pilote Williams. Allez, Yuki, faut finir en beauté. Envoyons l'arrivée, hein, bien sûr. Ah ouais, c'est mieux que ça marche comme ça. Un week-end bien moyen pour Aston Martin, hein, on va pas se mentir. Vettel peut-être bien en course, des bonnes attaques, tout ça. Pourtant, bah, il se retrouve 11ème à la porte des points, hein, c'est dommage. Quant à Stroll, bon, il n'était pas anonyme, hein, puisqu'on l'a vu à l'image. Enfin, on l'a vu à l'image, voilà quoi. Victime d'accrochage et tout, en perdant des morceaux, tout ça. De toute façon, il a abandonné. Je pense que sa voiture était vraiment trop endommagée. Course aussi à oublier pour le Canadien. C'est triste, Aston Martin quand même. Pour le potentiel qu'ils peuvent avoir, c'est triste, hein. Course anonyme pour Williams. C'est dur, mais c'est hélas une triste réalité. Ah, il marque vraiment le pas et c'est brutal. Ah ouais. C'est vrai que déjà, les qualifications normales et sprint n'auront pas du tout profité à Latifi et à Russell, puisqu'ils ils ont gardé les mêmes positions. Ah bah vous allez voir, qualif normal, qualif sprint, on voit pas de différence. Pourtant, Russell a malgré tout réussi à remonter un peu en course, hein, mais il a essayé de tenter une stratégie décalée, gagner quelques places. Mais bon, avec une Williams qui ne performe plus comme avant, bah voilà quoi. Par contre, seul point négatif qu'on pourrait mettre à Russell et positif à Latifi, c'est que Latifi s'est qualifié devant Russell, hein,
Bah, 2 fois en un week-end quand même. Bon, par contre, il n'y en a qu'une qui compte. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est quand même noté, il faut le dire, voilà. On pourra quand même dire que Latifi, c'est pour 2 fois, même 3 fois, qualifié devant Russell chez Williams. Et il faut le dire. Voilà. Ça aurait pu être mieux pour Alfa Romeo, déjà avec un sprint et s'aborder entre les deux par un double contact, hein. Mais un Grand Prix, Raikkonen a quand même fait une course pour remonter. Il a réussi, un petit peu loin, mais il a quand même réussi. Par contre, du côté de Giovinazzi, c'était moyen. Et puis, il commence vraiment à lâcher l'affaire sur la fin de saison. Bah, il sait que, voilà, que, que quelqu'un lui a spoilé son remplaçant. Bah, faut dire ce qui est. Bon, on veut des chronos, on pourrait croire que les As étaient moins largués, hein. Mais bon, sur un circuit où le chrono est en moyenne une 10, c'est trompeur. Peu de choses à dire sur eux, la course de Schumacher qui s'est ruinée par un contact sur une Alpha. Bon, ça nous a quand même permis de voir que l'aileron avant était plus costaud que celui de l'Alpha Tauri, hein. Et puis il y a aussi Mazepin, hein, qui aurait fait un beau dépassement sur Schumacher, peut-être après une relance de la safety car. Puis, de ce que j'ai pu lire aussi, on l'a vu en larmes le vendredi après la qualification. En fait, il explique qu'il y a eu des changements en interne dans l'équipe, que ça l'affecte. Ouais, c'est vrai que c'est jamais drôle dans son quotidien professionnel qu'il soit bouleversé, tout ça. Pour le coup, allez, je le comprends. Et je dirais rien. On va pas remuer le couteau dans la plaie, même si certains voudraient pour le plaisir. Mais bon, voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute dessus, hein, je vais y arriver. Voilà pour le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement pilote et constructeur. Ça commence à se resserrer et à prendre un peu d'air aussi. On y va. 14 points séparent Max Verstappen de Lewis Hamilton, 332,5 à 318,5. Valtteri Bottas toujours 3ème et consolide sa place avec 203 points. Tout comme Sergio Perez 4ème avec 178 points. Ça se rapproche entre Lando Norris et Charles Leclerc 151 à 148. Carlos Sainz toujours 7ème avec 139,5 points. Daniel Ricciardo 8ème devant Pierre Gasly et Fernando Alonso 10ème, 30 points séparent les deux pilotes. Derrière, Esteban Ocon reprend un peu d'air sur Sebastian Vettel, 50 points à 42. Et pas de l'évolution derrière l'allemand avec Lance Stroll, Yuki Tsunoda, George Russell, Kimi Räikkönen, Nicolas Latifi, Antonio Giovinazzi. On retrouve toujours Mick Schumacher, Robert Kubica et Nikita Mazepin, 100 points. Au constructeur, 11 points séparent Mercedes de Red Bull, 521,5 contre 510,5. Ferrari conforte sa 3ème position, 287,5 points contre McLaren qui en compte 256. Toujours l'égalité parfaite entre Alpine et AlphaTauri, 112 points chacun. Aucune évolution avec Aston Martin, 7ème devant Williams et Alfa Romeo. C'est toujours à 0. Merci à vous d'avoir suivi le débriefing jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre avis, hein. Mais le Triple Header n'est pas fini. On ira au Qatar ce week-end pour la première fois sur la piste de Losail, là où a lieu le Grand Prix MotoGP. Et en espérant que le fret ne se perdra pas en route ou ne se retrouvera bloqué je ne sais où, hein. Parce que quand même, je sais pas si vous avez vu, mais c'était un sketch cette histoire de fret bloqué juste avant d'arriver au Brésil, qui arrivait en retard. Non mais même si les équipes ont dû travailler tard pour finir de monter les paddocks et même les voitures, ça doit pas arriver ce genre de situation. C'est du gros foutage de gueule. Et comme la F1 et FOM Liberty Media n'ont rien à foutre, bah j'espère qu'un jour, ils vont en prendre plein la tronche si ça se devait se reproduire. Les triple headers, c'est comme les formats sprint. C'est ni fait ni à refaire. Encore une idée de con. Tiens, là-dessus, n'hésitez pas à commenter aussi, hein. Si c'est une idée de con, bah ça après, faites ce que vous voulez. En attendant, Starter sert à retrouver sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi Twitter, il y a TikTok, on va essayer de mettre du contenu là-dessus, on va essayer. Merci à vous, bravo, et à bientôt.